Bienvenue à cette émission. Je suis en studio avec un ancien élève, Marcel Chapdelaine. Marcel, je pensais jamais qu'on se retrouverait un jour dans un studio de radio. Ça fait déjà quelques années qu'on se connaît. On s'est connus au séminaire de Nicolette. Oui, effectivement, on s'est connus au séminaire de Nicolette. À ce moment-là, vous étiez mon professeur de philosophie. T'en gardes un bon souvenir? Ben, je l'adorais. Ça a été mon professeur préféré. Alors, j'ai appris avec lui un tas de choses nouvelles concernant la matière première, la forme substantielle. Ça part une émission, cela, la matin. logique. Ce soir. OK, puis les écrits de saint Thomas d'Aquin et ainsi de suite. Donc, j'ai beaucoup appris. Et moi, ce que j'aimais de mon professeur de philosophie, Gérard, c'est le fait que c'était un passionné. Il aimait sa matière et ça paraissait. Il aimait sa matière, puis il aimait aussi les étudiants. Oui, il aimait les étudiants, oui. Il adorait communiquer aux étudiants, faire avancer les étudiants dans la connaissance, OK, de la philosophie, de la logique. Il y avait une autre matière aussi, je ne me souviens pas du nom. La métaphysique. La métaphysique, oui. Oui, la métaphysique, oui. OK, il y avait beaucoup de profondeur là-dedans. Aujourd'hui, depuis toujours, tu es un ingénieur industriel. Oui, lorsque j'ai pris ma décision au séminaire de Nicolette, j'avais le choix entre devenir un prêtre comme mon professeur de philosophie préféré ou bien donc ingénieur. Et moi, je m'étais toujours intéressé à la technologie et finalement, j'ai penché pour l'ingénierie et la technologie. Et ça a commencé où, ton métier? Où tu as commencé à travailler? À travailler ou à étudier l'ingénierie? À travailler. À travailler, la première entreprise qui m'a embauché, c'est Westinghouse Canada. Westinghouse Canada qui était basé à Trois-Rivières. Ils avaient une usine d'environ 750 employés qui fabriquait des lampes d'éclairage, des ampoules. Et des ampoules et des tubes fluorescents aussi. Donc, c'était une assez grosse entreprise. Et à ce moment-là, l'usine de lampes de Westinghouse, c'était la vache à lait de toute la corporation Westinghouse parce qu'ils avaient beaucoup d'autres usines en Ontario où ils fabriquaient aussi des électroménagers, des ordinateurs, toutes sortes de choses compliqué à fabriquer. Là. Donc, à ce moment-là, Westinghouse était présent dans l'industrie. C'était une très grosse entreprise. Tu manquais pas d'audace, hein? De l'audace? De l'audace, quand on est jeune, on en a plein. OK? Le problème, c'est que on est ignorant du fait qu'on peut trébucher. Et ce qui m'est arrivé souvent. Mais on avait bon jarret, on se remettait debout. Oui. Mais juste avant d'aller plus loin, Marcel, aujourd'hui, tu accomplis une espèce de rêve. Tu avais toujours pensé parler un peu en public. Toi qui étais assez discret, pas gêné, mais discret. C'est un vieux rêve quand même. Je trouve ça beau pendant des années. Tu as toujours espéré prendre la parole en public. Oui, effectivement. Moi, j'ai été influencé par mon père qui n'avait pas d'instruction, mais admirait les orateurs et les pères, les pères de retraite qui prenaient la parole, haranguaient les foules et lui, ça lui paraissait comme quelque chose d'extraordinaire et il disait constamment qu'il aurait donc aimé
avoir l'instruction suffisante pour faire ce genre de choses-là. Pas possible. Alors, moi, j'ai toujours été influencé, mais j'avais un problème, c'est que je manquais beaucoup de confiance en moi et j'ai développé à travers le temps, depuis que je suis en bas âge, j'ai développé une espèce de maladie ou de hantise de la prise de parole en public. Ça m'a toujours paru difficile, mystérieux. Donc, j'ai eu une crainte de ça un peu maladive. OK? Même si j'aurais beaucoup aimé prendre la parole, euh, je n'osais pas. OK? J'avais peur de chercher mes mots. J'avais pas de coach ou de professeur pour me montrer comment m'y prendre. Donc, j'ai été laissé à moi-même en état de peut-être de frustration continuelle. Lorsque j'étais au séminaire, je me souviens qu'en rhétorique, on faisait des concours d'éloquence. Et là, j'étais donc frustré de ne pas avoir le courage de me lancer, d'essayer au moins. OK? Donc, je n'ai pas participé à ces concours-là. Et plus tard, je suis devenu ingénieur et ça a toujours été un problème parce que comme ingénieur, on a du personnel à gérer. Il faut prendre la parole souvent. Et je l'ai fait. OK? Mais à chaque fois, c'était pour moi un stress épouvantable, un combat. Donc, c'était quelque chose. C'était difficile. OK. Souvent, j'ai marché par-dessus mes réticences et je suis allé au combat, j'ai affronté le public. Comme par exemple, j'ai donné un cours de 3 crédits à l'Université du Québec à Trois-Rivières, mais ça n'a pas été facile. J'ai aussi donné des cours de quelques semestres dans des cégeps. Encore là, ça a été pénible et finalement, ça a toujours été pénible. Mais ça a toujours marché. Mais ça a toujours marché relativement. OK? Pas avec le succès que j'aurais voulu, là. OK? Moi, j'aurais voulu, là, haranguer les foules comme mon père. Quand je t'entends parler, là, je pense à mon père aussi. Il y avait beaucoup d'admiration pour les orateurs, les avocats, les curés, les politiciens qui prenaient la parole. Puis moi, j'avais aucun talent pour ça. À ce sujet-là, on se ressemble, ça n'a peut-être pas l'air de cela. J'avais aucun talent pour ça. Mais mon père valorisait beaucoup ces gens-là. Et à mon inconscient, je m'étais dit, un jour, pour avoir l'admiration de mon père, je vais pouvoir haranguer le monde entier. Mais j'avais aucun talent. J'allais souvent parler ici, dans un petit témoignage, au grand séminaire de Nicolette. On devait se pratiquer sur nos confrères, entre guillemets, pour faire des sermons. La première fois que j'ai fait un sermon, Vlemings de Radio-Canada était notre prof, il écoutait ça. Après ma performance, il m'a dit, « Monsieur Marié, pensez-vous de devenir prêtre? » Bien, je dis, « C'est parti pour ça. Monsieur Marié, pensez donc à tout le monde que vous allez endormir dans votre vie. » Il m'a déculotté, désoutané, c'était pas possible. Puis il n'y avait pas tort. Alors, on se ressemble donc, c'est pas possible. C'est à force de travailler puis de passer par-dessus la gêne. Avant le séminaire, on était à Papineauville, chez les Pères Montfortin, et on lisait pendant les repas des lectures pieuses, à tour de rôle. Moi, je voyais venir mon rôle un mois d'avance, j'en avais la trouille, permettez-moi l'expression. Alors, on se ressemble donc, puis nos pères se ressemblent donc. Pour moi, on doit avoir des atomes crochus. Alors, tu as toujours pris la parole, puis encore aujourd'hui, tu l'apprends, tu continues à réaliser un vieux rêve. Bravo, Marcel, je te reconnais, tu as du courage. Bien, aujourd'hui, je veux l'apprendre à grande échelle, OK? Je veux l'apprendre à grande échelle. Je veux
faire des séminaires en ligne. On appelle ça des webinaires. Je veux tourner des vidéos. OK, moi, maintenant, ma spécialité, c'est le marketing. OK, je suis en train de lancer mon fils qui est ingénieur en automatisation industrielle. Donc, il a rejoint, il est devenu actionnaire de ma compagnie. Et ensemble, nous voulons percer le marché. C'est déjà commencé. Lui, il a sa spécialité et moi, la mienne, c'est devenu le marketing et la mise en marché. Donc, pour percer un marché, il faut se démarquer et une façon de le faire, c'est de... Là, je me prépare à tourner des vidéos et à organiser des webinaires où c'est moi qui serai le présentateur. OK? Donc, c'est un gros défi. Mais je dois le faire. Oui. OK? Je me souviens toujours d'une phrase que mon professeur de philosophie, Gérard, avait émise un jour et il a dit méditez et réfléchissez longuement afin que si vous avez un message à transmettre, vous sachiez quoi dire et comment le dire. Donc, cette phrase-là, moi, je l'ai toujours gardée avec moi comme source d'inspiration. Je pensais jamais qu'un jour, Marcel serait capable de s'exprimer comme ça, parce qu'au séminaire, tu étais plutôt discret. Studieux, par exemple. Eh mon Dieu, tu étais attelé à la besogne. Tu n'as pas plus souvent des congés dans ta vie, hein? Des congés, non. Moi, je suis comme allergique aux congés. Je ne tiens pas en place dans un congé. Il faut toujours que je fasse aller mes neurones. Il faut toujours que je fasse quelque chose. Moi, je fais tout de mes mains et de mes neurones. Donc, il faut toujours que je sois en train de... Si je comprends bien, la retraite n'est pas sur les horizons. Non. Quel âge as-tu, là? Moi, j'ai 78. Non, moi, la retraite, là, c'est pas dans mon plan de carrière du tout, là. Alors, c'est beau de te voir rebondir parce que tu as connu un coup dur qui t'a mis vraiment à plat un jour. Et on va en reparler dans un instant. Oui. On fait une petite pause et on se reprend pour continuer cette belle expression de ta vie. Je suis en studio avec un ancien élève, Marcel Chapdelaine. Marcel, là, tu es un ingénieur, tu as eu une grosse entreprise à Trois-Rivières et un jour, tout est tombé à zéro. Tu as fait une faillite, je pense. Voici ce qui est arrivé, c'est que
D'abord, j'ai travaillé pour Westinghouse pendant 12 ans environ. Ensuite, j'ai postulé un poste pour une autre entreprise semblable qui fabriquait le même type de produit à Drummondville. C'était GTE Sylvania. OK. Et en 1991, GTE Sylvania a fait une ponction parmi son personnel. Ils avaient des difficultés financières. Ils ont fait une ponction. Donc, ils ont licencié un groupe d'employés, parmi lesquels il y avait plusieurs ingénieurs, et moi, je me suis retrouvé dehors. J'ai décidé à ce moment-là d'aller faire une maîtrise et de partir en mon compte. Donc, je suis allé faire une maîtrise en génie industriel à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Et à la suite de ça, je suis parti à mon compte. Et à mon compte, je partais de très loin. Il fallait que je me mette en marché, il fallait que je me fasse voir, il fallait que je fasse des mandats, que j'établisse ma réputation. D'une chose à l'autre, finalement, ça a fonctionné. Et en cours de route, vers 2000-2001, dans un excès de zèle, j'avais toujours eu envie d'avoir une entreprise de fabrication. Donc, j'ai fondé une nouvelle compagnie qui s'appelait Signé Mouton Noir Limité, où je fabriquais des produits de confort, puis différents produits pour aider les gens. Cette entreprise-là a très bien marché pendant quelques années. OK, ça s'en allait en montant. Le chiffre d'affaires augmentait continuellement jusqu'au moment où mon client ou mon principal client décide de s'approvisionner en Chine. Mon principal client, c'était une grande chaîne qui s'appelait Walmart. Donc, ils ont décidé de s'approvisionner en Chine et du jour au lendemain, mon chiffre d'affaires est tombé presque à zéro. Donc, j'avais investi beaucoup. Je n'étais pas capable de supporter toute la série de dépenses qui accompagnaient cette sorte de chute-là. Et finalement, j'ai dû déclarer faillite. Et là, dans cette faillite-là, moi, j'avais tout engagé et j'ai tout perdu. Je me suis retrouvé du jour au lendemain presque sur un banc de parc. Pas possible. Oui, Quel âge tu avais à ce moment-là? J'avais... ma faillite remonte à 2005. On est en 2018, ça fait 13 ans. Donc, OK, j'avais 65 ans. OK, je me suis presque trouvé sur un banc de parc. Je me souviens que j'avais compté tout l'argent que j'avais et j'avais dans un bocal beaucoup de monnaie. OK, j'ai compté ça et j'avais 36$ et 76 sous. C'est ce que tu avais comme richesse. C'est ce qui me restait comme richesse, oui. Mais heureusement, dans la vie, quand on fait son possible, on veut s'en sortir. Mais j'ai 2 frères qui m'ont aidé à m'en sortir. Et tranquillement, j'ai pris le dessus. J'ai trouvé un logement qui me convenait. Finalement, petit à petit, j'ai réussi à remonter la pente et à me relancer. Et aujourd'hui, je dois dire que c'est chose faite. Je ne suis pas millionnaire, mais ça va plutôt bien. Pas possible. Ça, tu as du ressort, mon frère, tu en as à revendre. Quelle image. À 63 ans, tu as reparti une nouvelle entreprise. Non, ça c'était en 2001. J'avais à peu près 59 ans, 58 ans. J'avais à peu près 60 ans quand j'ai parti une nouvelle entreprise. Et ça va bien? Non, celle-là a fait faillite. C'est ça, mais la dernière... OK, la dernière, c'est l'entreprise que j'avais quand je travaillais à mon compte. Elle s'appelle, celle-là, Polynov Incorporée. Et celle-là
va bien. OK, et mon fils est venu me rejoindre. Mon fils est actionnaire. Et grâce à l'expertise de mon fils en automatisation industrielle, c'est une expertise très pointue. Hein. En automatisation industrielle, eh bien, nous avons commencé à avoir des contrats. C'est prometteur. Et si je réussis, comme je l'espère, à tourner des vidéos et à faire des webinaires, des conférences en ligne, on va dire, comme on dit souvent, une expression québécoise qui dit « l'affaire est ketchup ». Marcel, tu m'impressionnes. Moi qui en ai vu de toutes les couleurs, de rebondir avec un pot de 36 pièces, de faire ce que tu as fait puis que tu es rendu maintenant. Comme tu n'es pas millionnaire, mais quand même, tu as la tête pas mal au-dessus de l'eau. Tu es avide d'avoir un bateau en dessous de toi. C'est beau de voir ça. Moi, j'ai une question. Qu'est-ce que tu as dans le ventre pour jamais baisser les bras? C'est que on réalise qu'on n'a pas le choix. OK, on n'a pas. Puis c'est pas la seule. Cette faillite-là, ce n'est pas la seule taloche que j'ai eue dans la vie. Hein. J'en ai eu d'autres. J'en ai eu d'autres, comme par exemple mon plus vieux, mon fils, a eu un accident et il est demeuré handicapé. Lorsqu'il a eu son accident, il est demeuré dans le coma pendant 10 jours. Donc, c'était soit il mourait, soit il restait. Il est resté. OK, il s'en est sauvé, mais il est demeuré handicapé et il est incapable de travailler. Et mon fils avait beaucoup de talent. Il voulait faire un médecin. Donc, il a eu son accident vers 16 ou 17 ans environ. Et tout s'est écroulé pour lui du jour au lendemain. Donc, je me suis relevé de ça. Ensuite de ça, mon deuxième fils, celui qui est devenu associé avec moi dans Polynove, lui, lorsqu'il a gradué à l'Université de Sherbrooke en 93, en 92, OK, il a festoyé après sa graduation. Il est tombé d'un escalier et lui aussi est tombé a eu un traumatisme crânien. Donc, c'était le deuxième. Mais lui, il a été plus chanceux parce il a resté dans le coma seulement une journée et demie. Et finalement, lorsqu'il est revenu à lui, il ne pouvait plus parler. Donc, j'ai été obligé de lui réapprendre à parler. Et il s'en est sorti, il en est revenu à 100%. Et il fonctionne comme ingénieur en automatisation industrielle. Il fait des programmations de machines, d'ordinateurs évolués là, pour automatiser la machinerie. Donc, lui, il s'en est sorti et il fonctionne super bien. Puis les autres? Les autres, j'en en ai pas eu d'autres. Par contre, j'ai perdu ma femme qui est décédée d'un cancer du poumon à 49 ans. 49 ans. Oui. Oui, cancer du poumon, c'était une fumeuse invétérée. Elle n'était pas capable de se passer de la cigarette. Elle est décédée d'un cancer du poumon. Tu es tombé seul avec deux enfants? Deux ados qui étaient pas mal... Deux ados d'une vingtaine d'années et un peu plus. Un avait 20 ans, l'autre avait 23 ans à peu près. Je te regarde, là, mais tu es un prodige, c'est pas possible. La vie n'a pas été facile hein, pour Marcel, à ce que je vois. Non, la vie n'a pas été facile. Mais c'est pas ça, c'est pas tout ça que j'ai trouvé le plus difficile. Le plus difficile pour moi, mon rêve de vie, c'est de gagner beaucoup d'argent pour aider le plus de gens possible. OK? C'est mon rêve de vie, ça, en fait. Aider les gens. Moi, dans mes fonctions comme ingénieur à mon compte, mon rôle principal, c'était de coacher
Donc, j'ai développé un goût pour le coaching. Pas un coach, ça peut être un coach sportif, mais aujourd'hui, il y a des coachs de vie, il y a des coachs pour tout, OK? Pour atteindre des objectifs. Donc, mon rêve actuellement, c'est de devenir riche avec le coaching. Puis pourquoi être riche? C'est pour aider le plus de gens possible. Ça me coupe le souffle. À ton âge, avoir ces rêves-là. Marcel, Ah, moi, j'arrêterai jamais de rêver, Gérard. Jamais. à son âge, avoir des rêves de cette envergure-là. Marcel, as-tu pris du pot, quoi? Non? Non, moi, je n'ai jamais touché aux potes. Et la boisson, là, je suis un peu juste un buveur social, juste pour socialiser un peu, là, mais je n'aime pas perdre le contrôle sur mes facultés. Donc, moi, la boisson, là, c'est juste en passant comme ça, là, aussi. J'ai une petite question encore, mais j'en ai beaucoup d'autres. Ton fils qui est handicapé, comment tu vis ça avec lui? Je me suis habitué. Ce n'est pas facile. Je me suis comme résigné parce qu'il n'y a rien à faire. J'ai essayé de le coacher pour qu'il se prenne en main. Il est devenu alcoolique, OK? Il vit du bien-être social. Il est devenu alcoolique. Il a pris du pot. OK? Mais j'ai essayé de le coacher pour qu'il s'en tire le mieux possible. Et ça n'a pas fonctionné. Ça a fonctionné un peu, mais je n'ai pas réussi comme j'aurais aimé réussir. Coupe là, puis je te corrige. Faut pas dire « ça n'est pas sorti », ça n'est pas encore sorti. Le mot « encore » est capital. Alors, élève Marcel, corrige-toi, il ne s'est pas encore sorti. Alors, je me reprends. Gérard, mon professeur Gérard, il ne s'en est pas encore sorti. Très bien. Tu vas passer ton année, mais de justesse. C'est toujours le mot de l'espérance. Parce que la vie n'a jamais dit son dernier mot. Moi, je vis avec des gens qui ont fait des thérapies, qui sont alcooliques, qui ont fait des thérapies, jusqu'à 20, 21, 22 thérapies, et puis voilà, qui se remettent debout, qui se remettent en route. La vie est coriace. C'est pas possible comment il y a un fond en nous qui refuse la mort et qui va se battre avec succès un jour. Alors, ils ne sont pas encore sortis. Tu en rencontres souvent avec lui? J'ai pas beaucoup de contact avec lui. Il m'appelle environ une fois par mois. OK? Puis il vient aux fêtes, il vient à Noël. OK? Participer à un souper de famille. Et parfois, il vient à sa fête au mois de juillet. J'ai pas plus de contact que ça avec lui. Lui, il vit dans son monde à Montréal, dans son appartement. Et, lui, justement, il se tient avec... comment s'appelle l'organisation qui s'occupe des alcooliques? Les anonymes, les alcooliques. Anonymes. Donc, il se tient dans ce monde-là. À sa façon, il aide d'autres alcooliques anonymes et des alcooliques qui sont moins anonymes encore. Donc, il les aide à sa façon. Il joue un peu le rôle d'un travailleur social. Mais c'est beau. Un peu. C'est beau. Merci pour ce beau témoignage. On reprend.
intention. Marcel, après tous les coups que tu as reçus, il me semble que normalement, du monde ordinaire aurait dit c'est assez, on ferme la boutique. Puis toi, tu as toujours rebondi. D'où vient cette espèce de flamme intérieure qui se rallume derrière les braises? Ben, je pense que je suis né avec ça. C'est dans mon ADN, c'est dans mes gènes, et il semblerait que je suis né avec ça, parce que je me souviens, quand j'étais petit, c'était là. Ça vient de ton père? Ça vient de ma mère qui était une force de la nature. Ma mère, il y aurait beaucoup à dire sur elle, c'était une force de la nature. Au début, ma mère a eu 10 enfants. Elle en a eu 12, mais elle en a perdu 2. OK. Dans ce temps-là, tout le monde avait des grosses familles. Donc, c'était une force de la nature. Nous n'étions pas riches. Je me souviens qu'en 1952, mon père gagnait 45 $ par semaine et nous étions 12 pour vivre, que nous vivions avec ce 45 $. Qu'est-ce que faisait ton père? Mon père, il travaillait à Drummondville dans une filature qui s'appelait la Célanise. 45 $. 45 $ par semaine. OK. Alors, la mère devait faire des miracles pour boucler le budget. La mère faisait tout. Elle faisait un jardin, elle faisait du canage, elle cousait, elle cuisait son pain, elle faisait tout. Donc, c'était une force de la nature. Elle savait tout faire. Elle faisait tout de ses mains. Les journées devaient être longues, hein? Les journées étaient très longues, oui. Je la vois encore cuisiner le soir après souper jusqu'à 10 heures ou elle travaillait dans sa cuisine. Je ne me souviens pas ce qu'elle faisait, là, mais... Et puis, les autres frères, les autres sœurs? Donc, ma mère, c'était une force de la nature. OK, elle avait une intention. Elle transportait avec elle une intention, et une intention, c'est très fort. Elle s'était dit qu'elle réussirait à faire instruire ses 10 enfants. OK? Elle a fait instruire ses 10 enfants. Mais non, c'est pas possible. Oui. Quand tu as dit instruire, là, c'est dépassé le secondaire? C'est dépassé le secondaire, c'est aller dans les séminaires, c'est des cours classiques. OK, des cours classiques, il y en a 5 ou 6. Ensuite de ça, il y a des professions. Après ça, le plus vieux, mon frère Yvan, lui, il a une licence en lettres. Ensuite, moi, j'ai un diplôme en génie. J'ai 2 diplômes en génie. Ma sœur a enseigné. Ma sœur a eu un diplôme à l'école normale. C'est pas possible. D'autres ont un Ils ont tous diplôme. été au-delà du secondaire. Oui. Les oui, 10 enfants avaient 45 pièces par semaine. Oui, mais là, nous, on s'est pas fait instruire avec cet argent-là. Là. Il n'en restait pas. Non. On a eu des bienfaiteurs, des donateurs. OK? Ce qui est arrivé, c'est que ma mère, lorsqu'elle a accouché du bébé, de la dernière, du dernier, qui était une fille, en fait, qui s'appelait Claudette, elle est venue à un cheveu de mourir. Et là, elle a été administrée par le prêtre de l'hôpital Sainte-Croix, qui s'était... Pardon, je te corrige. Administré, non, on ne dit plus ça aujourd'hui. Non. A reçu le sacrement des malades. Elle a reçu le sacrement des malades. Très bien. Elle a reçu le sacrement... T'apprends vite. Merci de me corriger. Elle a reçu le sacrement des malades. OK? Ce qui a fait que ce prêtre-là s'est intéressé à elle, c'était l'aumônier de l'hôpital. Il s'est intéressé à elle
Il est retourné la voir dans sa chambre plusieurs fois. Elle lui a raconté sa vie et elle lui a dit qu'elle aimerait faire instruire ses enfants. Et là, lui s'est chargé de trouver des bienfaiteurs. Pas Ça possible. l'a parti comme ça. Puis ça s'est su. Puis à tel point que parfois, il y a des professionnels qui passaient sur la rue principale à Saint-Cyril, ils avaient entendu parler de nous, et là, ils arrêtaient chez nous, puis l'un de ceux-là a dit, celui-là, il était frisé, il était beau dans le temps. Il dit, celui-là, moi, j'avais payé tout son cours. Non, Oui. Donc, un paquet de miracles qui se sont produits. c'est pas possible. Fait que ma mère, avec son intention, a réussi à faire instruire tous ses enfants. Mais ça tient de l'invraisemblable, ce que tu me racontes un matin. C'est Des pourtant- professionnels arrêtaient chez vous dans le rang de Saint-Cyril? Oui, bien, il arrêtait chez nous. En passant à Saint-Cyril, sur la rue principale, il s'informait où on restait. Et là, il se rendait chez nous, puis il disait, lui, je paye tout son cours classique. C'est moi qui vais le payer au complet. Mon Dieu, j'ai envie de tomber à genoux devant la Providence, hein? Oui, Ah, c'est pas possible. Ça, le Marcel, je suis content que tu en parles ce matin, aujourd'hui, ce soir, pour pouvoir dire aux gens comment la confiance à la Providence fait des miracles incroyables. Puis vous avez vécu de Providence souvent, vous autres, hein? oui, c'était un mode de vie, en fait. Là, voilà. Un mode de vie. Vivre sur la Providence, là, nous, là, c'était notre élan, notre momentum, notre élan de vie, là. OK, la Providence était là tout le temps, elle était présente. Tu as la foi. Moi, oui. Oui, mais la foi que j'ai connue quand j'étais jeune, je n'ai plus cette foi-là. Moi, je me souviens que quand j'étais jeune, on allait à l'église le dimanche et le curé souvent invitait des prêcheurs, on peut appeler ça comme ça. Là, il monte en chair, puis là, il nous menaçait du feu de l'enfer éternel. Là. Puis il nous répétait, là, l'essentiel, c'est le ciel. Là. OK? Ce qui se passait sur la terre, ça n'avait aucune importance. Il fallait tout faire là, en fonction du ciel qui nous attendait. Ben, en quelque part, c'est comme pas correct, là, ça. Là, c'est... Sur la terre, il y a des choses valables à faire qu'il faut qu'on fasse. On est venu ici pour s'exprimer, pour faire des choses, pour co-créer avec le Créateur. OK? On n'est pas ici pour le fun, pour rien, là, pour des raisons qu'on ne veut pas Ça t'a bouleversé. mettre le doigt dessus. Moi, ça m'a marqué. Moi, m'a fait menacer du feu de l'enfer à tout bout de champ, là. OK, là, j'en ai développé une phobie. J'en ai développé une phobie. La moindre chose qu'on faisait de travers, c'était susceptible d'être péché mortel. Puis, il nous disait, si on mourait en état de péché mortel, là, on était damné pour l'éternité. Imaginez-vous le pauvre misérable qui est sur la terre, là. Il a le malheur de commettre un péché mortel, supposément une fois, puis il se fait tuer, il se fait frapper par une auto, et il est damné pour l'éternité, mais ça ne tient pas la route. C'est effrayant quand on pense à ça. Mais là, je vais défendre les curés. C'était peut-être le seul langage que l'on pouvait comprendre, la peur, et non pas la miséricorde. J'en ai parlé des fois à cette émission. Dieu nous prend tel que nous sommes. Or, nous vivions dans un monde de peur. Moi, j'ai été élevé dans la peur de la maîtresse d'école, la peur du bonhomme 7 heures, la peur de mon père. On a marché par la peur, c'est pas possible. Alors, les prédicateurs étaient bien alignés là-dessus, mais c'était vraiment
quelque chose qui était tellement déroutant pour la raison, pour le bon sens. Comme la masturbation, c'était un péché grave, c'était l'enfer. Quand on te met à penser à ça, on a des fois des bonnes raisons d'en vouloir un peu à l'Église qui a comme été cautionné, qui a cautionné ces discours-là. Et depuis ce temps-là, tu as pris une distance, évidemment, mais tout en gardant la foi. Ah oui, moi, j'ai la foi. Moi, je suis continuellement en contact avec mon Créateur, le Créateur. OK? C'est une intelligence qui est de toute beauté, qui nous a créés, extraordinaire, sublime. Euh, On est des moi, chefs-d'œuvre. moi, je suis en contact avec cette force-là qui nous a créés. Alors, ta foi, tu l'as gardée, mais elle a été transformée. C'est plus la foi naïve, la foi fruit d'une peur, c'est la foi fruit d'une confiance et d'une intelligence qui ordonne tout avec sagesse, poids et mesure. Oui, oui. Marcel, toi, de la tête te marche tout le temps. Le cœur suit toujours. Ah, le cœur, moi, souvent, j'en ai trop de cœur. Je suis obligé de le tasser. Souvent, moi, je suis très impressionnable. Pourquoi je suis impressionnable? Parce que j'ai trop de cœur. Donc, souvent, je suis obligé de faire abstraction de mon cœur parce que, autrement, dans la vie, faut plus se brancher sur faut essayer, en tout cas, de se brancher sur la logique des choses. OK? Qui est une façon plus sûre d'arriver à quelque chose. Parce que le cœur, comme tel, est débordant. Et si on lui donne trop de place, là, et moi, en tout cas, il m'a amené à des places, à des endroits où j'aurais aimé, j'aurais préféré ne pas aller. Donc, moi j'ai beaucoup de cœur, je suis impressionnable et ça m'ennuie dans ma carrière. Ça m'ennuie. Un ingénieur qui a trop de cœur, faut le dire, faut le faire, faut l'entendre. C'est vrai. Parce qu'habituellement, c'est des gens qui sont capables de raisonner à 34 sous zéro avec une logique très froide, puis ça s'arrête là. C'est beau de voir que tu as réussi à faire un homme de cœur, puis un homme de tête. On prend un petit moment là, pour reprendre ça dans notre cœur, puis dans notre tête.
Marcel, ingénieur, 78 ans, tu restes allumé. Qu'est-ce qui t'allume? Qu'est-ce qui te permet de faire marcher ce que tu as entre les deux oreilles comme tu le fais? Tu te nourris comment? Moi, je me nourris auprès de gourous que j'affectionne beaucoup parce qu'ils sont extraordinaires et très méritants. De gourous qui occupent des places, des postes sur la Terre, je dirais pas des postes de commande, mais des postes d'influence. Et il y en a beaucoup. OK? Il s'agit, pour les découvrir, il faut s'intéresser à Internet. Il faut naviguer sur Internet et là, petit à petit, ils apparaissent. Ils font des offres. Ils offrent des séminaires en ligne qu'on appelle des webinaires. Ils offrent des vidéos. Ils offrent des PDF. Ils offrent des cours. Pardon? Ce que tu viens de dire, c'est quoi ça? Des PDF, c'est des documents écrits. C'est des documents écrits qui ne peuvent pas être changés là, comparativement à des documents Word qui, eux, on peut les modifier. Mais des documents, on crée un document PDF à partir d'un document Word. Mais le document Word, on peut le modifier, lui. Mais le PDF, lui, on ne peut pas. On ne peut que le lire. Et quelle est exactement la pointe qui t'intéresse le plus dans la science actuelle? La science actuelle, moi, ce qui m'intéresse, une chose qui m'intéresse le plus, c'est les neurosciences. Les neurosciences, oui. Les neurosciences qui nous apprennent comment nos neurones ou notre cerveau fonctionne. OK, nous avons... chaque individu a 85 à 100 milliards de neurones. Et ça, chaque neurone a des milliers de synapses. OK? C'est dire que le cerveau, dans chaque être humain, c'est la structure la plus complexe de l'univers. Et les neurosciences qui existent depuis environ 10 ans, qui se développent continuellement, enseignent plusieurs choses qu'on ne savait pas avant à propos du cerveau. Et moi, ça m'intéresse énormément parce que ça nous apprend à utiliser son cerveau efficacement. On parle de cerveau, mais on pourra aussi parler d'esprit, là, parce que la différence entre l'esprit et le cerveau n'est pas toujours évidente. Mais en tout cas, une chose qu'on sait, c'est que le cerveau a presque 100 milliards de neurones. C'est à peu près le nombre d'étoiles qu'il y a dans la Voie lactée. Okay? Donc, le cerveau, on est équipé. On est bien équipé. Le problème qu'on a avec le cerveau, c'est qu'en naissant, on ne nous donne pas le mode d'emploi. Okay? Il faut apprendre à se débrouiller avec. Et là, il y a un paquet de monde, les parents, les frères, les sœurs, les cousins, les tantes, les voisins qui nous implantent toutes sortes d'idées fausses avec lesquelles on vit ensuite et on se débat ensuite. Mais les neurosciences, moi en tout cas, sont en train de me libérer de tous les conditionnements, de tout ça, là. OK? Parce qu'on hérite d'un paquet de conditionnements et notre vie est réglée finalement par les conditionnements. Les conditionnements et les préjugés. Et les préjugés, oui. Oui. Et j'imagine qu'à ton âge, plusieurs se contentent de faire des mots croisés. Au-dessus du cul. Des casse-têtes. Ou des casse-têtes, oui. C'est pas possible. Comment toi, tu n'as pas renoncé à ton âge à te remettre constamment à l'école? Tu parles de gourou.
Tu te remets constamment à l'école. Oui, oui. Je retourne toujours à l'école. Oui, je suis un étudiant impénitent. J'ai une dernière question. As-tu peur de la mort? Moi, la mort, ça reste un problème, pas dans le sens que j'ai peur de ça, c'est dans le sens que j'aimerais savoir dès cette vie, c'est qu'est-ce qu'on ressent quand on n'a plus de corps. Moi, c'est une obsession. On devrait savoir, on devrait avoir un aperçu de ce qu'il y a de l'autre côté. Mais personne n'a un aperçu, puis il n'y a personne qui vient nous dire, après qu'il est parti, ce qu'il voit de l'autre côté. Même le cardinal Léger, qui disait le chapelet en famille à la radio, d'une manière ronflante, puis suffisante, lorsque le moment est venu de passer en transition, lui aussi, il s'est mis à avoir peur parce qu'il ne savait pas ce qu'il y avait de l'autre côté. OK? Moi, je dis que la foi, la foi aveugle, on l'a assez vu, on serait dû pour avoir des aperçus, OK? On serait dû pour avoir des flashs, on serait dû pour avoir une certaine connaissance, de connaître, d'avoir un aperçu de l'autre monde. Alors là, je vais faire ton professeur. OK. Le père Gédéon Morin, on lui a demandé ses impressions. La curiosité. J'ai hâte de voir comment ça se passe de l'autre côté. La curiosité. Alors toi, Marcel, tu es un homme foncièrement curieux. Et j'aimerais donc que ton obsession se termine plutôt en curiosité. J'aimerais donc que tu deviennes, au fond, ce que tu es foncièrement, c'est une répétition, un homme de curiosité. Alors, je te donne comme gourou le père Gédéon, un ancien prof de philosophie. On lui a demandé ses impressions. Il dit, j'ai pas peur de la mort, c'est la curiosité. J'ai donc hâte de voir comment ça se passe. Toi, tu as toujours voulu avoir l'idée de ce que c'était beau. Tu avais toujours la curiosité au corps. Alors, Marcel, la curiosité. Essaie de travailler ça, enfin, je me permets de te dire ça, pour remplacer l'obsession par la curiosité. Ce qui t'attend est tellement déconcertant, déstabilisant, mais en même temps tellement beau. On a quand même des impressions de ça quand des gens tombent avec la mort imminente, l'expérience de la mort imminente. Ils ont quand même des témoignages. Ce qu'ils voient, c'est une lumière d'une beauté incroyable qui vient à leur rencontre. Ils gardent de cela un souvenir. Après 40 ans, ils s'en rappellent encore. Alors, je te recommanderais peut-être un ouvrage d'un neurophysicien américain, Ben Alexander, La preuve du paradis. La preuve du paradis. C'est tellement beau, cet ouvrage-là. Et je suis certain que tu vas lire ça avec passion. La preuve du paradis de Ben Alexander. Il me reste à te remercier. Je ne pensais jamais que tu pouvais nous partager avec autant de franchise et de simplicité ce que tu vivais. Je te remercie. Puis, je vais te demander juste une dernière parole. Comment tu as vécu cette expérience qu'on vient de faire ensemble? Comment tu as vécu ça, Marcel? OK, moi, je l'ai vécu. Ça a été beaucoup plus facile que ce que j'avais imaginé. Quand on imagine à l'avance quelque chose qu'on va vivre, souvent, on passe à côté. Donc, j'ai complètement passé à côté en essayant d'imaginer d'avance ce que j'allais vivre là. C'est extraordinaire. Ça a été extraordinaire, mais j'aurais jamais pu prévoir ou imaginer que ça serait comme ça. Merci beaucoup, Marcel. Et on remercie Claude Saint-Pierre pour son service technique. Au revoir. À la semaine prochaine. Ici Gérard Marier.